Séance numéro 4 de physique-chimie. La semaine dernière, je vous avais demandé de regarder une petite résolution de problème qu'on va commencer par aborder ici. Et dans un second temps, on va s'intéresser à un petit peu de mécanique. Et on va voir donc des choses qui posent problème la plupart du temps. Donc la projection d'une force et aussi le mouvement parabolique. Alors je vous rappelle la problématique de la résolution de problème que je vous ai donné à faire pour cette semaine. Alors, la résolution de problème s'intéressait à la muraille de Chine. Donc, je vous avais dit qu'il y avait une légende qui dirait comme quoi la muraille de Chine est le seul édifice construit par l'humain qui est visible depuis la surface de la Lune. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont essayé de faire la résolution de problème donc depuis la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez regardé la description de la vidéo, donc je vous avais donné un indice, et je vous disais qu'on pouvait attaquer le problème en regardant ce qu'on appelle le pouvoir de résolution de l'œil. Alors, le pouvoir de résolution de l'œil, pour rappel, donc c'est quelque chose normalement que vous voyez en terminale, donc après vous ne l'avez pas forcément encore vu en début d'année, c'est tout simplement l'angle sous lequel l'œil va pouvoir être capable de distinguer deux détails. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'angle sous lequel je vais voir un objet va être inférieur à ce pouvoir de résolution qu'on note epsilon, et bien dans ce cas, je ne serai pas capable de distinguer deux détails successifs. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on peut imaginer, donc pour essayer d'estimer ce pouvoir de résolution, c'est l'exemple d'une règle qu'on va venir poser à une certaine distance. Et donc à un moment donné, donc en reculant, on va s'apercevoir qu'on n'est plus capable de distinguer différentes graduations. Alors cette distance, c'est à peu près une dizaine de mètres. Donc ici, on va prendre une distance grand D qui vaut 10 mètres. Et donc la distance entre deux graduations sur une règle, ça va être ici, donc 1 mm. Donc ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est essayer de trouver une relation entre epsilon, petit d et grand D. Alors pour faire ça, on peut raisonner dans le triangle rectangle qui est ici, donc à partir de cette figure. Ici, donc si je regarde par rapport à ce que j'ai dessiné à gauche, je retrouve l'angle epsilon divisé par 2. Je retrouve la distance grand D. Et par rapport à mon schéma, ici, je m'aperçois que je vais avoir pour ce côté, ou pour le côté opposé, D sur 2. Alors, l'hypothèse que je vais venir faire ici, c'est que l'angle epsilon est très petit devant 1 radian. Donc, epsilon est très petit devant 1 radian. En particulier, donc, si epsilon est très petit devant 1 radian, ça veut aussi dire que epsilon sur 2 va être très petit devant 1 radian. Alors, ici, ce que je cherche, c'est une relation entre donc, cet angle, grand D, et D sur 2. Ici, donc, si je regarde dans ce triangle rectangle, ici, je vais avoir donc, le côté adjacent. Là, je vais avoir le côté opposé. Et donc, en termes de fonction trigonométrique, ce que je peux utiliser, du coup, ça va être la tangente. Donc, la tangente, ici, va être pratiquement égale à l'angle, comme on a des angles qui sont, comme on a un angle qui est très petit. Donc epsilon sur 2, c'est pratiquement égal à tangente de epsilon sur 2. Et vous savez que pour la tangente, du coup, d'un angle, ça va être le rapport donc, entre le côté opposé, donc ici de longueur D sur 2, et le côté du coup adjacent, qu'on va noter D. Donc ici, ce qu'on peut également dire, donc c'est que on peut dire que epsilon sur 2, c'est environ égal à D sur 2 fois grand D. Autrement dit, on va trouver donc epsilon environ égal à D sur grand D. Pourquoi? Parce que si vous regardez, les deux vont se simplifier ici. Il suffit de faire une petite application numérique ici. Donc je vais avoir epsilon qui est environ égal à... Donc ici, je vais prendre toutes mes distances en mètres. Donc ici, j'ai 1 mm, donc 1 fois 10 puissance moins 3 mètres, puisque 1 mm, donc c'est 1 millième de mètre, que je divise, donc ici, j'ai oublié de le préciser ici, mais c'est en mètres, par 10 mètres.
Donc ça, si je regarde, donc ça fait 10 puissance 1, donc au dénominateur. Donc si je passe ça au-dessus, ça fera donc fois 10 puissance moins 1. Et je vais me retrouver avec 1 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc ça veut dire que pour tous les angles sous lesquels je vois un objet qui sont supérieurs à ça, a priori, je vais pouvoir distinguer deux détails à l'œil nu. Mais pour tous les angles qui seront inférieurs à 10 puissance moins 4 radians, je ne vais pas pouvoir distinguer deux détails. Donc comment est-ce qu'on va appliquer ça au cas de la muraille de Chine? Donc on va regarder finalement quelle est la valeur de l'angle, on va estimer quelle est la valeur de l'angle sous lequel on voit la muraille de Chine depuis la Lune. Et ensuite, on va comparer à ce pouvoir de résolution de l'œil. Donc on va le noter pour la suite. Epsilon œil. Alors dans le cas de la muraille de Chine. Donc la muraille de Chine, c'est une construction qui, mis bout à bout, fait à peu près 21 000 km de long. Mais ce qui va nous intéresser, ce n'est pas sa longueur. Donc c'est la plus petite dimension sous laquelle on va pouvoir voir la muraille de Chine. Donc en particulier, même si sa longueur est très impressionnante, ce qui compte surtout, c'est qu'on puisse distinguer sa largeur. On est obligé de voir sa largeur. Donc ici, ce qui joue le rôle de D dans ce qu'on a vu précédemment pour l'œil, ça va être la largeur de la muraille de Chine. Donc en moyenne, c'est à peu près une dizaine de mètres. Et donc cette fois, grand D, c'est plus la distance entre l'œil et la règle, mais ça va être la distance entre un œil d'un astronaute qui est donc sur la Lune et la Terre. Donc c'est en ordre de grandeur, on va prendre à peu près 400 000 km. Et donc ça nous fait 4 fois 10 puissance 5 km. Donc en mètres, ça va faire 4 fois 10 puissance 8 mètres. Donc ici, on a 10 mètres. Alors, on repart de la figure qu'on avait ici et ce qu'on avait obtenu, donc dans le cas où l'angle était petit, donc c'est une hypothèse qu'on va faire également ici, donc qui va être a priori très petit devant 1 radian. On va se retrouver avec epsilon sur 2 égale d sur 2 divisé par grand D. Alors, ce qui nous ramène ici nouveau à une simplification des 2 et on a epsilon environ égal à d sur grand D. Et il se trouve que grand D ici, ça correspond en fait à la largeur de la muraille de Chine divisée par D. Effectuons maintenant une application numérique. Alors, L, on a 10 mètres. Et donc la distance entre la Terre et la Lune, on a pris à peu près 4 fois 10 puissance 8 mètres. Donc, on va ici avoir 10 divisé par 4 fois 10 puissance moins 8. Donc, on va regarder un petit peu en ordre de grandeur. Donc, ça va nous faire du 10 puissance moins 8 mètres à peu près. Et ça, on va le comparer au pouvoir de résolution de l'œil. Donc là, ce serait epsilon muraille, donc l'angle sous lequel on va voir la muraille depuis la Lune. Et ça, on s'aperçoit que c'est très petit devant 10 puissance moins 4 radians, qui correspondait à epsilon œil, c'est-à-dire le pouvoir de résolution de l'œil. Et je vous ai dit, quand on a un angle sous lequel un objet est visible qui est plus petit que le pouvoir de résolution de l'œil, on n'est pas capable de le distinguer. C'est ça que ça veut dire. Donc conclusion, malheureusement pour ceux qui pensaient que c'était possible, il s'agit d'une légende et on ne peut pas observer la muraille de Chine depuis la Lune. On va traiter quelque chose qui pose vraiment problème, que ce soit en terminale, en première et même deuxième année de prépa des fois, c'est vraiment la projection d'une force. Alors ici, pour illustrer ça et pour apprendre à projeter une force, on va s'intéresser au cas d'un plan incliné. Donc sur un plan incliné, je vais mettre un objet qui va glisser. On va considérer qu'il y a 3 forces. Donc ici, je vais mettre un ressort auquel est rattaché du coup
le solide qui va donc être ici attiré vers le bas a priori, une réaction normale du support que je vais noter grand N et le poids du coup de l'objet qui va s'appliquer au niveau de son centre de masse. Pour l'étude du problème, on peut se placer par exemple, comme c'est un mouvement plan, dans un repère donc, qui est finalement un repère dans lequel je vais avoir deux vecteurs orthonormés. Donc on va noter ici I et J, donc sur lesquels on va essayer de projeter ici le poids. Alors comment est-ce qu'on va projeter une force? Eh bien on va travailler en réalité dans un triangle rectangle. Donc ici par exemple, ça va être avec une longueur. Ici donc grand L, c'est ce qu'on va donc ici voir comme l'hypoténuse par rapport à cet angle alpha. Donc l'idée, donc vous connaissez donc le moyen mémotechnique SOHCAHTOA. Donc quand vous voulez déterminer par exemple le côté qui est opposé, donc vous allez utiliser le sinus et ici ça va toujours être L fois sinus de ici alpha. Pour l'angle, pour le côté adjacent, on va utiliser le cosinus et ici vous allez vous retrouver avec L cosinus de alpha. Donc normalement avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez faire un petit schéma à côté de votre dessin si besoin. Alors maintenant, on va essayer de regarder la projection du vecteur P ici dans donc, le repère donc, OIJ, donc c'est-à-dire qu'on va venir projeter P sur les vecteurs de base, donc I et J. Alors, pour projeter, ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va regarder, on va former en fait un triangle rectangle dont le vecteur force est toujours l'hypoténuse. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ici, on va prendre un triangle rectangle comme ceci. Et là, je vais prolonger le vecteur J. Et on va avoir un autre triangle ici. Alors, si je regarde ici, donc là, je retrouve mon plan incliné que j'ai là. J'avais donc un angle alpha ici. Donc ici, je tourne de pi sur 2. Et si je regarde ici entre ça et ça, j'ai aussi pi sur 2. Donc on va retrouver ici l'angle alpha. Donc là, on peut imaginer une deuxième droite qui va venir donc couper ici la force. Et on va se retrouver également avec l'angle alpha ici. Donc maintenant, on va utiliser... Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est retrouver finalement les deux vecteurs ici qui permettent d'exprimer P dans la base I et J. Alors, du coup, si je regarde, donc on va faire celui-ci. Donc vous regardez ici, vous cherchez par rapport à ce triangle le côté opposé. Donc on va se retrouver avec du L sinus et vous voyez que ici, on a bien quelque chose, un vecteur qui est dirigé selon I. Donc on va avoir à la place de L, donc ici on va regarder la norme de P, donc ça va être P fois sinus alpha, donc selon le vecteur I. Et si vous regardez ici, donc dans ce triangle, on va plutôt regarder le côté adjacent. Donc vous voyez que le vecteur ici qui va permettre d'obtenir P en sommant donc les deux vecteurs là, il est orienté selon moins J. Donc là on va ajouter donc un signe moins, donc ça va être moins la norme, donc moins P, et cette fois comme on cherche le côté adjacent, donc moins P cosinus alpha I. Pour la semaine prochaine, petit exercice donc sur le mouvement parabolique. Alors ici on va considérer une balle, donc on va noter M de masse petit m, qui est lancée donc à partir d'une origine ici 0, avec une vitesse V0 qui a un certain angle avec la direction horizontale. On va travailler du coup dans le repère ROIJ. Pourquoi? Parce que ici vous allez avoir uniquement le champ de pesanteur terrestre qui va jouer sur le mouvement de la balle et vous allez vous retrouver avec un mouvement qui est plan. Alors du coup dans ce repère il va falloir trouver les équations horaires, c'est-à-dire x de t, y de t, et dans un second temps il va falloir que vous retrouviez l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire trouver la relation entre y et x. Donc
Vous avez une semaine pour faire ça. On reprendra ça la semaine prochaine et on s'intéressera également à quelle est l'altitude maximale de ce type de trajectoire et aussi donc lors d'un lancer d'une balle avec une certaine vitesse qui a un certain angle par rapport à l'horizontale, quelle est la distance du lancer. Merci pour ton attention. N'oublie pas de faire l'exercice pour la prochaine séance qui aura lieu le 8 novembre, donc un petit peu de vacances, ça va faire du bien aussi. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire.